Voilà, bonsoir. Bienvenue à tous. Merci d'être nombreux pour le vernissage, l'ouverture de cette nouvelle exposition Archizoom. Vous êtes nombreux, il y a quelques chaises encore, quelques places libres. Merci par contre de ne pas vous asseoir sur les grilles. Vous avez peut-être vu des grilles du plafond qui sont pas destinées à vous asseoir, mais il y a des socles. Les briques, par contre, sont des assises. Voilà. Merci, bienvenue toutes et tous. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir. Roxane Legrel et Sophie Dars vont vous présenter ce projet, cette exposition qu'elles ont imaginée et réalisée avec la complicité de Carlo Menon et Solène Hoffmann. Je les en remercie vivement. Avant de vous passer la parole, juste un petit mot, j'aimerais mentionner un des architectes présents dans l'exposition, Andrea Branzi, qui est décédé le 9 octobre dernier à Milan. Et Andrea Branzi avait créé le groupe d'architecture radicale Archizoom Associati à Florence en 1964. Ils ont été actifs en tant que groupe jusqu'en 1974. Et en 2007, le professeur Roberto Gargiani avait réalisé une grande rétrospective, une exposition rétrospective sur Archizoom Associati qui a été montrée dans cette salle. Depuis, vous le savez, on a gardé le nom, mais ce n'est pas uniquement un nom qui est resté, c'est aussi un esprit, un esprit qui nous inspire, qui nous influence, c'est-à-dire une architecture de projet qui est indissociable de la recherche, toujours d'un esprit critique, très exigeant, et une architecture qui communique, qui fait débat, qui propose des projets toujours en relation avec des questions très actuelles. Et c'est donc la première exposition que nous ouvrons ici depuis qu'Andrea Branzi nous a quittés. Je suis très heureux que son œuvre soit présente dans cette exposition. Mais surtout, je remercie beaucoup Roxane et Sophie d'avoir construit cette exposition en fait, sur la base, sur le socle, ou je ne sais pas comment dire, la colonne vertébrale de pensée de philosophes. Différents philosophes ont guidé la conception de ce projet, en particulier Alexandre Monin et Victor Petit, et aussi l'anthropologue, sociologue Nicolas Nova, qui vont venir donner des conférences tout au long de cette exposition. Et donc, c'est vraiment une exposition qui part d'une pensée théorique qui crée un lien fort avec des propositions spatiales, formelles, architecturales ou artistiques. Et dans le fond, j'aurais beaucoup voulu qu'Andrea Branzi puisse voir cette exposition. Je sais que vous ne l'avez pas conçue comme ça, mais on peut la considérer comme un hommage à l'esprit Archizoom. Donc, merci beaucoup Roxane Legrel, Sophie Dars, Carlo Menon, Solène Hoffmann et toute l'équipe qui a monté ce projet. Je vous passe maintenant la parole et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci. Bonsoir. Ça, c'est pour après. Ça fait un moment que le sujet tourne dans nos têtes ici à Archizoom et qu'on voulait aborder la question de la technologie à Archizoom parce qu'on est au cœur d'une école polytechnique où le projet technologique et l'innovation se situent au cœur même des ambitions. Par contre, aujourd'hui, c'est sous un prisme assez différent qu'on a décidé d'aborder le sujet. La technologie, tout comme le milieu de la construction d'ailleurs, est intimement liée aux questions d'extractivisme et donc notamment aussi à la crise environnementale et au contexte actuel dans lequel nous nous trouvons. Et ce contexte nous force au quotidien
à trouver des alternatives, d'autres manières de faire et de penser la discipline. Donc cette exposition a l'ambition de lier les questions de technologie et d'architecture. Et il nous a dès lors semblé fondamental de sortir la technologie de cette question de l'innovation, de cette idée d'innovation, pour s'intéresser plutôt à des techniques et des savoir-faire qui sont hybrides, localisés, vivants, etc. Donc plutôt que de s'adresser à des extrêmes qui sont le high et le low tech, on a préféré sortir de cette dichotomie pour s'intéresser plutôt à la zone trouble, grise de l'entre-deux, et élargir notre champ lexical pour aller chercher et s'intéresser le milieu tech, zombie tech, wild tech, etc. Vous en trouvez plusieurs sur l'affiche et plein d'autres dans l'expo. Donc c'est ainsi qu'avec Sophie Darts, qui est architecte, enseignante, éditrice et cofondatrice de la revue Hackathon, qu'on a commencé à rassembler au sein de cette exposition des pratiques diverses et variées, historiques et contemporaines, artistiques et architecturales, et en fait qui sont toutes des expériences, des tests qui méritent selon nous d'être montrés et partagés avec vous. Il y a plusieurs projets historiques sur lesquels nous nous appuyons, tels que le laboratoire perché de Félix Stromb qui se trouve là au milieu, mais il y a aussi la maison de l'architecte japonais Osamu Ishiyama, et alors tout là-bas la Eco House de Fryoto que vous connaissez peut-être. Et ces trois projets historiques témoignent en fait de l'intérêt pour les énergies alternatives et pour les architectures hybrides qui existaient déjà il y a 50 ans et donc sur lesquels on s'appuie aujourd'hui dans cette exposition. Ces projets, ils sont montrés grâce à des grandes maquettes bleues qui forment en quelque sorte la colonne vertébrale de cette expo et sur lesquelles viennent se greffer tout autour plusieurs projets et pratiques contemporaines. D'ailleurs, à ce sujet, je tiens à remercier énormément, vivement et chaleureusement tous nos assistants étudiants et étudiantes qui sont 8, donc Melchior, Sylvain, Antoine, Mike, Mélanie, Mickaël, Dimitri et Antoine pour la réalisation de ces maquettes. Ça leur a pris un sacré temps et elles sont magnifiques. Merci beaucoup. Et alors pour... Et aussi pour toute la disposition et la mise en place de cette expo. Sans eux, on n'en serait pas là aujourd'hui, donc voilà. Je tiens ensuite à remercier l'équipe Archizoom, donc Béatrice et Cyril pour le soutien au quotidien et la confiance, et puis évidemment Solène, que je ne vois pas, mais mon acolyte ici à Archizoom, qui d'une main de maître maîtrise toute la production et tout le montage de cette expo, et qui a dans le cadre de l'exposition d'ailleurs réalisé de très belles photos des sous-sols de l'EPFL qu'on a rarement l'occasion de voir. Et alors finalement Sophie évidemment qui nous a embarqués dans un tourbillon complètement fou de découvertes insolites et joyeuses qui sont autant théoriques qu'artistiques, et quel plaisir de travailler avec tout ce petit monde pour mettre en place cette exposition. Finalement, nous remercions aussi TerraBloc et la Loterie Romande pour leur précieux soutien. Et alors, je terminerai par vous dire que je suis enchantée et très fière d'ouvrir cette exposition ce soir, qui est composé, comme vous le voyez, d'un joyeux ensemble d'objets hétéroclites qui se côtoient et tentent ensemble de raconter une histoire plus large et d'adresser des questions contemporaines en lien avec notre discipline. Et je laisse maintenant la parole à Sophie qui vous emmène dans le contenu. Bonsoir, vous m'entendez bien ? Oui. Je vous remercie d'être aussi nombreux et nombreuses. C'est très impressionnant. Moi aussi, je voulais remercier Roxane, t'es embêtante. Je tiens à vous remercier, Archizoom, de nous avoir fait confiance et d'avoir pensé cette expo à vos côtés. Et moi aussi, je tenais à remercier l'équipe des assistants étudiants qui ont fait un travail vraiment remarquable et impressionnant. Donc, je ne vais pas tous vous citer, mais c'est un grand merci et je suis très, très admirative de votre travail.
Donc le projet que nous présentons aujourd'hui, c'est en fait le fruit d'un fil de recherche que j'ai moi-même entamé au sein de l'école d'architecture La Cambre Horta à Bruxelles. Vous voyez ici par exemple un laboratoire qu'on a appelé le Solar Club pour voir ce que le soleil faisait à l'architecture. Et ils ont exploré tout un tas de phénomènes. Par exemple ici, c'est la décentralisation vis-à-vis de la production d'électricité à Beyrouth. Ou encore ici, comment une cheminée solaire inventée dans les années 80 pouvait impacter l'architecture. Et c'est cette grande maquette blanche que vous voyez au fond, qui a été réalisée par Félix qui est là ce soir, et Capucine et d'autres étudiants et étudiantes. Et ce qui était intéressant là, c'était de voir que finalement, ce qui nous intéressait, c'était pas le culte de la performance, mais plutôt l'expérimentation, parce que l'architecture, on l'envisage plutôt comme une pratique de l'expérience. Et voir ce qu'elle fait au collectif, à l'espace public, aux bâtiments construits et comment elle nous aide, cette technologie, à réenvisager des dinosaures comme une tour de bureau des années 60. J'étais venue il y a quelques mois au cours de la précédente exposition faire une petite intervention et j'avais présenté ce livre qui est dur à lire mais qui est vraiment super, d'Hélène Frichot, qui parle de Dirty Theory. Et ce livre est un bon exemple de comment nous fonctionnons en tant qu'éditeur avec Hackathon. Carlo est ici. Elle parle de la Dirty Theory comme une méthodologie de la pensée par le milieu, c'est-à-dire convoquer plutôt les marges, convoquer plutôt la petite histoire et pour un peu bouleverser la grande histoire. Donc vous ne verrez pas ce soir Norman Foster ou Richard Rogers, je suis vraiment désolée. Et dans son dessin qu'elle appelle Ding and Dump, elle nous convoque en fait sur cette question que l'architecture est de plus en plus extractiviste et génère de plus en plus de déchets. Et elle pointe du doigt ce changement de paradigme qu'on a vis-à-vis de la manière d'enseigner l'architecture, de la construire, de l'hériter, de l'habiter. Et donc c'est ça qu'en fait on a derrière la tête quand on est invité par Roxane. Elle nous invite aussi à aller regarder la matière, le sale, les fluides, les flux, etc. Et ça par exemple c'est un bon exemple qui est présenté dans l'exposition avec le travail de Truman Rodet, qui va chercher à travailler sur cette matière zombie qui est par exemple la mousse expansée, la résine époxy, mais qui, mise dehors, finalement, se voit revêtue de bactéries et de végétation. Donc quand Roxane nous invite à... Allez, on fait une expo sur la technologie de l'architecture. Évidemment, on pense à Cédric Price, mais c'est quoi la question en fait ? Qu'est-ce qu'on est censé se poser comme question vis-à-vis de la technologie ? Parce que sinon, on n'aurait pas assez d'une vie pour en parler. Et il y a un physicien qu'on aime bien, qui s'appelle José Alloy, qui dit on ne peut pas parler de technologie sans parler d'extractivisme, mais plus que d'énergie, de puissance, c'est-à-dire la quantité d'énergie par rapport au temps. C'est-à-dire que maintenant, on est censé construire toujours plus dans un temps de plus en plus limité. Et donc, on ne peut pas parler de technologie sans parler de rapport à l'écologie au sens large. Et donc, lui, il nous invite tout de suite à penser à qu'est-ce qu'une technologie zombie, et on pense aussi à l'architecture zombie. Parce que finalement, la plupart des technologies aujourd'hui utilisées sont déjà obsolètes, car elles reposent sur des chaînes de production et de fonctionnement qui devraient être abandonnées dans un avenir proche. Et ces technologies sont donc des zombies. Elles ne sont pas mortes, mais elles ne sont pas vivantes non plus parce qu'elles contribuent un peu à la défaillance de notre système. On voit aussi que l'architecture, elle est toujours soumise à ces mêmes 4 matériaux de base que sont l'acier, le béton, le verre et le plastique, qui sont un peu les étendards de l'hyper-industrialisation du monde. On voit aussi que nous, on est sans cesse soumis à des injonctions contradictoires avec le capitalisme mondialisé qui accélère la demande en construction pour faire tourner cette fameuse économie. On est soumis aussi aux exigences de l'urgence environnementale et on est complètement dépossédé de nos moyens de production. Les architectes sont maintenant on place des objets industrialisés dont on ne sait plus comment ils sont fabriqués. Je vous mets au défi de comprendre qu'est-ce qu'un châssis double vitrage aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment des questions qui nous intéressent. Une autre question, c'est en finir avec l'injonction sur l'innovation. Un penseur, un historien des technologies hyper intéressant qu'on vous invite à lire, c'est David Edgerton, qui, plutôt que s'intéresser à l'histoire des innovations technologiques, propose de lire les technologies à travers leurs usages, comment elles sont hybridées, utilisées, et reconfigurées en fonction des lieux, des cultures, des milieux dans lesquels elles sont utilisées.
Donc je vous parlais d'obsolescence programmée, je ne sais plus avec quel est le dernier numéro du iPhone qu'on a aujourd'hui, mais cette accélération permanente qui génère des déchets sans cesse. Et du coup, finalement, le précepte qu'on a choisi de mettre en question, c'est cet antagonisme qu'il existe dans notre discipline, à savoir high-tech ou low-tech. Et c'est souvent des injonctions qui sont instrumentalisées politiquement, comme quoi le high-tech va nous sauver dans le futur, ou alors le low-tech, c'est plutôt lié à une attitude rétrograde et passéiste. Et en fait, alors ça c'est un bon exemple, c'est un bâtiment d'Ecochar à Karachi. Vous voyez qu'un mur en béton qui était censé ventiler naturellement le bâtiment de l'université a été rebouché pour mettre en place des climatiseurs. Donc c'est un peu l'évolution un peu ubuesque de cet antagonisme high et low. Et en fait, ce qui nous a intéressé avec Roxane et l'équipe d'Archizoom, c'était d'adresser en fait une multiplicité de concepts qui définissent d'autres relations possibles à la technologie et qui un peu élargissent notre manière d'être au monde et les possibles en fait qui existent. Donc on part high-tech, low-tech, on part du zombie parce que finalement on a un héritage, la technosphère finalement semble avoir envahi la Terre entière. Si on part du précepte que tout a déjà été construit, qu'est-ce qu'on fait des zombies, qu'est-ce qu'on fait de ces ruines qui existent, et proclamons un peu un pas de côté ou des attitudes qui sont troubles, qui ne sont pas nécessairement bonnes ou mauvaises, qui sont, arrêtons d'être manichéens, et qui parlent de wild, de milieu, de trans, et je vous invite à fabriquer vous-même vos propres néologismes par rapport à cette relation à la technologie. Donc tout à l'heure, vous avez parlé, Roxane et Cyril, d'Alexandre Monin qui va venir et qui, lui, parle des communs négatifs. Donc qu'est-ce qu'un commun négatif ? Est-ce qu'une ventilation mécanique est un commun négatif ? Est-ce que les tours des années 60 construites en béton qu'on doit isoler maintenant est un commun négatif ? Donc il parle de démantèlement. Il y a Martin Paulet qui est un historien qui est très peu connu des années 70 qui lui parle de trans-technologie. Et puis Nicolas Nova aussi qui va venir vous donner une conférence sur le wild. Et donc ce qui nous intéresse ici, c'est de montrer un pluralisme de positions qui met en tension l'ingénieur et le bricoleur, mais c'est pas l'ingénieur ou le bricoleur. On aime bien cette idée d'associer comme ça différentes attitudes. Ça marche plus. Voilà. Et ce qu'on fait, nous, dans Hackathon, c'est qu'on fait travailler l'histoire. On aime bien reconvoquer nos grands-parents, spécialement nos grands-parents et pas nos parents qui sont les enfants du néolibéralisme, mais nos grands-parents qui, en fait, dans les années 70, avaient déjà compris qu'il y avait un trouble vis-à-vis du capitalisme, de la crise environnementale et la crise vis-à-vis des ressources. Et travailler avec l'histoire, c'est aussi se réapproprier ses grands-parents et de voir comment ils font écho à nos problématiques contemporaines. Que vous connaissez tous, c'est Buckminster Fuller qui était très critique vis-à-vis de la technologie et comment les modernismes l'ont convoqué comme étendard, mais en fait ils n'y connaissaient rien. Lui, dans les années 30, parlait déjà de la Dimaction House comme l'architecture la plus légère possible, en plastique et en aluminium. Donc, ok, aujourd'hui ça serait pas cool, mais ce qui est intéressant, c'est que déjà dans les années 30, il alarmait sur la crise des ressources énergétiques et il essayait de fabriquer une relecture du monde pour avoir une redistribution beaucoup plus égalitaire des ressources avec sa World Energy Map. Et surtout, il faisait partie du Wolof Catalogue avec Stuart Brand, qui est montré ici dans l'expo. Et vous voyez en sous-titre, c'est Access to Tools. C'était aussi de réencapaciter les gens à comprendre le monde qui les entourait, à se servir des outils, à comprendre la technologie et à travailler avec. À la même époque, c'est une photographie de la NASA de la Terre parce qu'ils sont en train d'atterrir sur la Lune. Donc Buckminster Fuller, lui, il a une vue quand même beaucoup plus en dehors du monde, mais il comprend que la planète, c'est un monde vivant. Et d'autres gens qui sont beaucoup plus dans le milieu et qui commencent à fonder un groupe à travers des oppositions politiques et dans l'université, c'est Global Tools. Donc Global Tools, c'est Andrea Branzi, Super Studio, aide-moi, Mendini, etc. Et donc eux, vraiment, leur étendard, c'était de réenvisager les savoir-faire et les savoir-vivre et de repenser la manière d'enseigner l'architecture et le design. À cette époque-là, ils s'intéressent à la fois à la NASA à gauche avec Aldrin et puis à droite avec le paysan Zeno, parce qu'ils avaient bien compris
que les paysans, en fait, c'est ceux qui maîtrisent le mieux la technologie. Pour eux, le low-tech, c'est moins de technique, mais plus de technologie, c'est-à-dire de savoir-faire vis-à-vis de la technique. Et un paysan, quand on y pense, c'est un agriculteur, mais c'est aussi un botaniste, c'est un carrossier, c'est un maçon, c'est un charpentier, etc., etc. Et la NASA, qui est censée être le high-tech, il répare à bout de scotch Apollo 13, qui est en détresse pour retourner sur Terre. Et je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais en tout cas, ça convoque aussi le low-tech à coup de scotch. Donc ça, c'est intéressant comme confrontation. Et donc, Global Tools, ça nous amène à cette idée de school et de se dire qu'en fait, nous, les architectes, on a quand même une grande responsabilité vis-à-vis de la manière d'enseigner le projet. Et donc, il y a différentes écoles qui sont représentées ce soir, en plus de la vôtre. Il y a aussi Versailles, et il y a aussi un collectif d'artistes et d'architectes qui s'appelle la Truand School, et qui partent de la question du nuage, comme si le nuage était un peu la nouvelle allégorie architecturale la plus proche en fait de nos problématiques contemporaines, puisqu'un nuage, ça peut être le cloud et les technologies du numérique, et le nuage, ça peut être aussi le climat. Et chose que Super Studio avait sans doute compris déjà dans les années 60. Et donc je vous parle de la Truand School, qui est un collectif d'artistes et d'architectes qui sont plutôt là-bas et qui se saisissent de cette allégorie du nuage pour nous inviter à re-envisager la technologie pour donner à voir le monde d'une autre manière, trouver des modes d'enquête qui sont différents et peut-être s'intéresser à la marge pour mieux réadresser notre discipline et notre manière de se positionner au monde. Ici, vous voyez le travail de Uri Wegman qui va tenter de représenter des nuages en détournant la technologie de la photogrammétrie depuis sa fenêtre, je pense. Et donc, cette expo, on a parlé d'une colonne vertébrale avec les 3 maquettes bleues, mais il y a aussi une autre colonne vertébrale qui est celle de Théo de Meyer, qui est un architecte belge, et qui propose en fait, lui coche en fait un peu toutes les cases de nos néologismes. Il est un peu wild, il est un peu laboratoire, parce qu'il expérimente dans une serre qui lui appartient vers Gand en Belgique. Il est trans puisqu'il va aussi jouer avec des objets industrialisés récupérés qu'il reconfigure dans d'autres dispositifs. Il s'intéresse au climat, aux salles, et il a proposé un dispositif de 3 plateformes en briques qui s'appelle Meet Me at the Fountain. Et du coup, l'idée, c'est comment ces dispositifs peuvent activer l'espace public de l'exposition. Donc, elle vous invite à vous asseoir et à prendre le temps de lire tout ce qui vous est donné à voir et à vous rassembler. Et elle réenvisage aussi la manière dont on s'adresse à la technologie, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une statue en haut d'un podium, pourquoi pas célébrer en fait ce qui nous procure de l'énergie aujourd'hui. Donc là, il fait un clin d'œil aux panneaux solaires, mais ça ouvre quand même beaucoup de pistes de réflexion en termes de symbolique et de qu'est-ce qu'un monument collectif aujourd'hui, si ce n'est pas la production énergétique qu'on a tendance à repousser en dehors de nos villes et à invisibiliser. Donc c'est la première colonne vertébrale orange, et la bleue dont parlait Roxane, c'est le travail de tous les étudiants et étudiantes dont on a parlé tout à l'heure. Et ces 3 projets, je ne sais pas si vous les connaissez ou pas, et le premier c'est Fryoto et la Eco House dans les années 80. Ça nous permet de parler de Heavy Tech avec une structure en béton assez lourde, de Light Tech avec le collectif qui vient tout à coup peupler cette espèce d'étagère en béton, Open et Easy parce qu'en fait c'est facile à mettre en place, et collectif parce que ça parle de commun. Et ça, c'est un projet dont parle l'Hackathon Vassal régulièrement quand ils veulent parler de leur père. Et ça nous permet aussi de nous questionner sur quel est l'héritage de ces grandes ossatures en béton avec lesquelles on doit négocier aujourd'hui, de ruines ruineuses, de ruines ruinées, parce qu'en fait on nous demande de les déshabiller pour mieux les isoler, mais c'est hyper énergivore. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas repenser la façon dont on hérite de ces grands dinosaures? Comment on pourrait faire une bonne ruine? Donc ça, c'est Alexandre Monin qui nous parle de ça. Et le collectif de jeunes architectes Mlavlen, que vous voyez tout au bout là, se saisit en fait de ces problématiques zombies et réinterroge en fait les nouvelles technologies, ChatGPT et les logiciels de fabrication d'images, en disant que c'est un peu des logiciels zombies quoi, qui se comportent comme des humains mais qui n'en sont pas des vrais. Donc ça, c'est assez intéressant. Et eux-mêmes, ces jeunes archis, reprennent un texte d'Alessandro Mendini, Global Tools, je reviens là-dessus. Et Alessandro Mendini, dans les années 70, nous dit
pourquoi ne pas avoir une pensée de la déprojetation, défaire les choses qui sont déjà faites plutôt que d'ajouter encore et encore des artefacts matériels. Donc ça c'est une citation, mais je crois que j'ai pas le temps de vous la lire, vous êtes debout. Et donc en termes de zombies, par exemple, comment on va réhabiliter un bunker par le bureau B+, un bunker, le Mouse Bunker, qui était un laboratoire de tests sur les animaux, donc c'est un héritage lourd, mais c'est un bâtiment qui a coûté tellement d'énergie grise à la planète, parce qu'il y a des milliards de mètres cubes de béton, pourquoi ne pas le réenvisager et l'ouvrir au collectif et le repenser de manière intelligente. Il le fait aussi avec ses étudiants. Ou alors une autre utopie qui s'est retournée contre son propriétaire, et là c'est vraiment Créole Tech, c'est comment un docteur a réemprunté la technologie du béton à Kinshasa et érige une espèce de tour de Babel de 14 étages qui se retourne un peu contre lui parce qu'il est pris à son propre piège utopique. Donc ça, c'est toujours un peu des histoires troubles qui n'ont pas un bon ou un mauvais côté, mais qui sont quand même intéressantes. Et là, il parle d'une tour qui va illuminer tout Kinshasa. Et c'est assez intéressant. C'est un film qui est tout au bout. Je vous invite à le regarder. Au milieu, vous avez le Lab Tech avec Félix Trombe, qui était un inventeur fou. Encore une histoire trouble du colonialisme français, puisqu'il avait été mandaté par l'État pour faire des expériences solaires dans les Pyrénées pour pouvoir les réimplanter en Algérie. Mais ce qui nous intéresse là, c'est la question du désert, qui est en fait un lieu intéressant pour expérimenter des contrastes de climat qui sont de plus en plus présents dans nos climats plus tempérés. Pour parler aussi des expériences, en fait, ici vous voyez le travail des étudiants de Alice Grégoire et Léonore Morand à Versailles, qui elle parle du désert, mais avec l'approche de André Ravreau, qui était un architecte moderne tombé amoureux de Gardaïa et de la vallée du Mzab, et qui ont identifié comme ça des dispositifs climatiques passifs. Et complètement à l'opposé, vous avez Nicolas Dorval-Bory qui emmène ses étudiants voir le désert d'Atacama avec toutes les machines d'observatoire du ciel ou autres. Ou encore, vous le connaissez bien, Adrien Verschuren avec Baukunst et ses étudiants aussi par moment, qui convoquent la technologie, mais non pas comme une fascination uniquement esthétique sur l'objet, mais aussi comme une espèce de monument collectif qui va être capable d'activer un espace public. Donc c'est ça qui nous intéresse de soulever. Et le dernier, c'est Osamu Ishiyama avec sa maison, qui va nous, grâce à la chercheuse Alice Paris, qui nous a beaucoup aidé sur cette partie trans-tech. Avec ce dernier, on va ouvrir une constellation plutôt sur des questions de life, de wild et de dirty tech. Et donc lui, ce qui l'intéressait, c'est d'aller emprunter dans d'autres champs de la construction, donc à savoir naval ou aéronautique, etc. En l'occurrence, sa maison, elle a été construite par un batelier. Et c'est ce même batelier qui, pour vous dire, a construit la bibliothèque de Sendai de Toyo Ito. C'est Osamu Ishiyama qui a présenté ce constructeur. Donc c'est encore la petite histoire. Osamu, il est moins connu que Toyo Ito. Osamu Ishiyama était connu pour construire des maisons en tôle ondulée. C'était soit des tuyaux de canalisation récupérés, il en a fait 8. Mais il était aussi connu pour collectionner comme ça des produits industriels qu'il avait en hangar et il revendait comme ça des objets trouvés qu'il avait. Et ça existe aussi en Belgique et ailleurs. Et ça existe avec ce Belge qui s'appelle Marcel Reymakers, qui lui-même allait sur des chantiers de bateaux ou allait sur des chantiers d'avions et récupérait des cockpits pour en faire des fenêtres. Je ne sais pas si c'est beau, mais c'est un peu grotesque, mais c'est intéressant. Et de nouveau, Ishiyama nous refait penser à Buckminster Fuller. Là, vous voyez qu'il a eu une dédicace de Buckminster Fuller et il réinterprète le dôme géodésique de Buckminster Fuller, mais dans sa propre culture. Donc, de nouveau, c'est une espèce de trans, d'hybridation ou de créolisation d'une technique qu'il emprunte à Buckminster Fuller. Un jeune architecte ici, où on ne sait pas avec Roxane si parler d'archaïsme ou d'hyper-technologie, on dirait à la fois un vaisseau de Star Wars ou une maison traditionnelle. Ce même jeune architecte qui va utiliser la technologie des patrons de couture pour fabriquer des mobiliers. Le dernier exemple, et après je vous laisse aller boire une bière, ça parle de zombies, de mutants et de trans. Ici, c'est un bâtiment que j'aime énormément, dans lequel étaient mes bureaux avec Hackathon et qui sont en train de démolir. Et en fait,
C'est un groupe d'architectes donc, qui s'appelle Central, et il y a aussi toute une série d'étudiants et d'étudiantes, dont Juliette Simeone, qui ont fait une étude en fait sur le verre mutant. Et ils ont fait une espèce d'histoire de la technologie du verre qui a évolué au fur et à mesure du temps. Et en fait, le verre a créé ses propres problèmes. C'est-à-dire que par le modernisme, on voulait des murs rideaux, avoir de plus en plus de transparence, etc. Comme il faisait trop chaud, le verre a muté. Donc le verre a été mélangé avec des oxydes métalliques pour se protéger de la chaleur, ou il a été mélangé avec des oxydes pour se protéger de la transparence, etc. Donc ça devient une espèce d'histoire ubuesque, d'une complexité qui est en train de se mettre en place. Et le verre devient mutant. Et on a réalisé avec les étudiants et les étudiantes que ce verre des tours que vous connaissez est en fait enfoui. Il n'est absolument pas recyclé. Et il est jeté aussi parce que le joint du double vitrage est obsolète. C'est-à-dire que le verre va très bien, mais comme le joint est pourri, on jette tout. Et du coup, avec Central et Juliette, on s'est dit qu'en fait, c'est aussi... Si on considère cette histoire du verre et qu'on le prend à bras-le-corps, c'est aussi la promesse d'une quantité de matériaux qu'en fait on jette et qu'on pourrait repenser. On pourrait aussi repenser d'habiter le double vitrage. Et du coup, c'est un prototype qui est dans cette partie-là de la pièce. Et cette photo, je l'aime bien parce que je vais finir avec ça. On pourrait parler peut-être aujourd'hui d'un art du démantèlement, un art du réassemblage et un art de la maintenance. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous propose d'aller boire un verre tous ensemble.